février 2022. Merci de regarder Espace TV et d'écouter Espace Radio. Bienvenue dans votre émission, l'émission de tous les dimanches quand il est 13h. C'est bien au fil de la semaine. L'émission vous permet de mieux comprendre l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève, et c'est là avec le regard croisé des professionnels de l'information, des journalistes venus des médias, de différents médias, pour vous apporter et accorder ce temps d'analyse, de décryptage et de commentaires des faits marquants de la semaine qui s'achève. 6 mois pour la junte, environ 100 jours depuis que le gouvernement Mohamed Beavogui est en place. 100 jours, le gouvernement de la transition déroule ses activités conformément à la feuille de route. La feuille de route qui porte sur 5 axes: la rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal et la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité des infrastructures et l'assainissement, formation du Conseil national de transition, rédaction de la nouvelle constitution, mise en place de l'organe de gestion des élections et établissement du fichier électoral, organisation du référendum constitutionnel sont entre autres les étapes de la feuille de route pour assurer la transition. Un peu plus de 3 mois après, quelle lisibilité des actions gouvernementales? Sujet à décrypter dans cette émission. Qu'est devenu le RPG Arc-en-Ciel? Quelle est aujourd'hui la situation réelle depuis la chute de son champion? Qui peut tenir la succession Alpha Condé après un court vacarme avec des noms comme Amadou Damaro Camara, Ibrahima Kassori Fofana, Jakaria Koulibaly entre autres? L'ancien parti au pouvoir peine à tourner la page Alpha Condé pour relancer le parti afin de se positionner pour les prochaines échéances électorales. Le RPG Arc-en-Ciel meurt-il de sa belle mort à peine 6 mois comme le PDG RDADC Couturé, le PIP de Lansana Conté? Le sujet nous intéresse ce dimanche et vous entendrez les avis partagés de mes confrères invités. Cette semaine qui s'achève aura aussi été marquée par des sorties ça et là des membres des antennes du Front National pour la Défense de la Constitution. Des frondeurs sont membres du collectif, des coordinateurs venus de Kindia, Matoto Labé Dixine Ratoma, Kaloum Boké Kankan, Massanta Beila Koya Dubreka et 122 chefs d'antenne de Conakry. Ils demandent la démission de la nouvelle équipe de coordination dirigée désormais par Fonike Menge. Derrière, c'est un autre groupe qui défie ses premiers pour exprimer toute sa solidarité à Fonike Menge et interdit aux frondeurs qu'il qualifie d'usurpateurs toute communication au nom du FNDC. Le bateau FNDC pourrait-il tenir encore longtemps sans chavirer? Doit-il encore continuer ou changer de paradigme vu que les réalités ont changé? Ce sont entre autres questions que nous nous posons dans cette émission. Nous nous intéresserons également à l'espace public, mais aussi les déguerpissements qui ont eu lieu depuis déjà plus d'1 an à Conakry, dans les différents quartiers, dans les différentes communes de la capitale. Qu'en est-il aujourd'hui de ce qui doit être fait pour l'aménagement de ces endroits? Les mairies sont-ils disposées aujourd'hui ou dotées de moyens pour aller en guerre contre l'insalubrité afin de réaménager ces endroits déguerpis? Ce sont entre autres questions également que nous nous posons sur ce sujet. Mes invités, nos invités, vous et moi, et il s'agit de Tcherno Amadou Camara, et l'administrateur général du site Guinée 114. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté encore ce dimanche cette invitation. Mateba, il est journaliste à la radio Nostalgie. Monsieur Ba Diallo, bonsoir. Monsieur Ba, salut à vous, bonsoir aux auditeurs et surtout salut aux téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Ben, vous savez quand même qu'être Diallo, c'est un privilège. Donc n'oubliez pas quand même qu'en 10 ans, on a gouverné ce pays et on aspire effectivement à le gouverner aussi. Ma question, est-ce que vous savez qu'être Diallo, c'est un privilège? Non, j'ai bien répondu, je dis, il y a 10 ans, on était encore au pouvoir et c'est possible qu'on y revienne. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. Alors, l'autre invité, Sekou Jamal Pendessa, que j'appelle affectueusement un propriétaire terrien du Kakandé. Bonsoir, monsieur Pendessa.
Merci, Landman. Malheureusement, les miniers sont en train de récupérer nos terres. Ils n'ont est de véritables propriétaires terriens, comme les Anglais nous appellent Landmen, qui est transformé en Landouma. D'accord. Alors, on attend bien de savoir qu'est-ce que vous ferez pour reprendre votre place. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef au groupe Gangan TV, Gangan Radio. Lansana Kamara, il est administrateur général du site ConakryLive.info. Monsieur Kamara, bonsoir. Oui, bonsoir Daouda, bonsoir à tous. D'enfant de Dogomé. Merci. Le centre de la Guinée. Je rappelle aussi que nous avons un gisement de bauxite qui peut être exploité pendant 100 ans. Donc c'est à retenir. Et ce gisement-là a une qualité très très élevée. Et je pense que les dynamiques seront engagées bientôt pour que cette autre bauxite soit exploitée dans l'intérêt de la Guinée. Et la société qui devrait le faire entre Dogomé et Tougué, ce qui fait qu'on l'a appelé à l'époque Société d'exploitation des bauxites de Dabola et de Tougué. Malgré tout cela, vous êtes pauvre. Vous devez être fier en attendant. Vous êtes pauvre à Dabola. Vous devez être fier de votre arachide. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'arachide dont vous êtes... Nous tous, parce que... C'est un autre or, hein. Ouais. C'est un autre or, l'arachide à Dabola. Diana Diallo, vous êtes journaliste indépendante. Bonsoir et merci d'accepter cette invitation. Bonsoir Daouda, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Bangali Yansane, mon complice de tous les dimanches. Il est journaliste à Radio Espace. Monsieur Yansane, bonsoir. Bonsoir Daouda et bonsoir à tous. On dit quand même que les Yansane étaient à l'origine des Camara. Hein? Oui, tout à fait. Les Yansani, les Fofana, les Djoula, ce sont des variantes des Camara, s'il faut le dire comme ça. D'accord. Et d'ailleurs, je profite pour dire que nous sommes l'incarnation de la sagesse en Guinée. On en a vu. À l'intention de Mateba, c'est ça? À l'intention de Mateba et tous ceux qui se reconnaîtront en Mateba. Non, c'est que je ne reculerai jamais sur la toile et je continue à faire mon travail comme je le fais comme toujours. D'accord. Alors, et la machine, oui, Tcherno. Oui, je suis heureux. Je suis le plus heureux dans ce studio parce que samedi dernier, j'ai subi votre dictature. Et quand j'ai voulu évoquer le cas de l'ARPT, le cas de cette 4G, vous avez boycotté le sujet. On n'en a pas suffisamment parlé. Après, la semaine qui a suivi, m'a donné raison et ça a été un emballement médiatique. On a pressé jusqu'à ce que l'ARPT est sorti de sa torpeur, de son silence pour nous annoncer que finalement la 4G a été bazardée à 55 millions de dollars, montant qu'on ne nous aurait jamais annoncé, alors que c'est une ressource publique qui a été concédée et la population a droit de savoir ce qui s'est passé. Et jusque-là, en tout cas, des zones d'ombre continuent. Et je pense que cette culture de redevabilité, sinon de transparence, c'est ce qui est mieux. Quand on gère la chose publique, oui, doit être de mise. On ne pouvait pas se taire sur ces 55 millions de dollars. Ce n'est pas quand même 55 000 francs guinéens. Il faudrait maintenant que cet argent-là, parce que ce qu'on apprend donne aussi beaucoup d'inquiétudes, il faudrait que cet argent soit retrouvé dans les caisses du Trésor public et que la loi de finances initiale étant déjà adoptée par ordonnance du président de la transition à l'exception de législative, le CNT est désormais mis en place. Il faudrait que lors de la loi de finances rectificative, qu'on essaie de voir les traces de ces 55 millions de dollars. D'accord. Et alors, puisque vous en parlez d'ailleurs, on va rester avec vous pour vous donner toute cette possibilité d'informer mieux encore nos auditeurs et téléspectateurs. Et ce qui n'a pas été compris, en tout cas sur cette licence de MTN avec 55 millions, alors qu'il y a 2 ans avant, on était avec Orange qui a quand même déboursé jusqu'à hauteur de 90 millions. On a estimé à l'époque que c'était dérisoire comparativement à l'Égypte, par exemple. Oui, à l'époque, qu'il avait vendu à plus de 100. On parlait même de 400 millions, mais aussi il faut prendre en compte la population cliente de ces côtés. Non, et je pense qu'il y a eu quand même des explications. On ne demandait pas mieux que ça, qu'on nous explique au moins comment ça s'est passé. On a suivi notamment le directeur de l'ARPT qui a expliqué quand même que
lorsqu'on vendait cette 4G à Orange, c'était une technologie qui aujourd'hui comme se déprécie. C'est-à-dire qu'il a expliqué en disant que c'est comme si vous avez une Prado de 2018 et vous la vendez en 2020, vous ne la vendrez pas en 2020 au même prix auquel vous l'avez vendu en 2018. Ce sont des explications qui tiennent, mais aussi le type d'infrastructure, qu'on appelle de technologie à l'intérieur auquel on a souscrit Orange et celle qu'on appelle auquel a souscrit Ariba ne seraient pas les mêmes et donc le prix ne devait pas être le même. Mais en tout état de cause, c'est qu'on avait besoin de ces explications-là qui n'ont pas été données. On les a obtenues parce qu'on les a arrachées, on les a obligés à le dire. Mais au-delà de ça, ce qui n'a pas aussi été dit, c'est que ce n'est pas quand même en 3 ans qu'on a fait ce contrat. Pourquoi on n'a pas eu l'honnêteté de quand même reconnaître que ce sont des négociations âprement menées par des prédécesseurs, le gouvernement parce que pour des indiscrétions, on nous apprend par exemple que le gouvernement précédent, en tout cas l'RPT précédent ou le ministère, à l'époque Koulibaly, Non, il s'agit du gouvernement Kassouri. Je termine. Je vais terminer. Je ne suis pas en train de dire que c'est Koulibaly qui l'a fait, mais c'est lui qui était à l'arène à l'époque. Bien sûr. Nous apprend que c'était entre 60 ou 65 millions de dollars qui étaient prévus, mais on s'est retrouvé avec 55. Non, moi ce que je suis en train de dire, c'est que ça n'a pas commencé par cette histoire de l'ARPT. Depuis que ce gouvernement est venu, on a comme l'impression que la Guinée a commencé le 5 septembre. Donc on a parfois on a le complexe parfois de dire que voilà ce que le gouvernement précédent a fait et voilà ce que nous avons fait pour compléter la procédure et voilà ce à quoi on est arrivé. Donc cette licence-là n'est pas forcément un travail entièrement fait par la transition. Il y a eu un début de négociation certainement avec le gouvernement Kassouri Fofana. Des acquis ont été obtenus. Ensuite, ça a été finalisé. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est ce qu'on oblige MTN à respecter le cahier de charges auquel la société a souscrit. Mais je vais vous dire, Daouda, parce que vous m'avez dit d'informer, autour de ce contrat, il y a quand même des doutes qui persistent. Je ne me gênerai pas de le dire. Vous avez une ministre des postes de télécommunications qui a été employé de Ariba pendant de longues années. Vous avez un directeur général de l'ARPT qui a été employé de Ariba pendant de longues années. Et subitement, les deux se retrouvent au niveau. Et il y a 2 autres directions très importantes qui sont tenues par des anciens responsables d'Ariba et qui viennent subitement, on fait autant de générosité au secteur de la téléphonie en annulant les redevances honnêtes. C'est à des milliards que l'État renonce à ce niveau-là. Et du jour au lendemain, on parvient à signer cette licence 3G et renouvellement des 2G et 4G, tout ça avec MTN à un prix de 55 millions de dollars. Et vous nous apprenez, ces indiscrétions dont vous parliez tout à l'heure, qu'on aurait pu obtenir un peu au-delà de 55 millions de dollars. Ça pose quand même des questions. Et Mamadi Doumbouya avait dit au début qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de concussion, mais à l'issue de cette transition, son procès se fera et ceux qui se seront rendus coupables de faits de corruption pour gérer tel ou tel autre dossier, leurs noms reviendront comme le nom de Bill Gates et autres sont en train de revenir aujourd'hui sur la place publique. Juste une précision, parce que là, on parle du 4G. Je vous que la connexion en Guinée, elle est très chère. Ça coûte vraiment très cher. Et actuellement, dans le monde, on parle du 5G. On parle de la 5G. Moi, j'ai utilisé la 5G en Corée du Sud. Moi, j'ai utilisé la 5G il y a 2 ans avant. Et donc, aujourd'hui, ça me désole que encore dans beaucoup de pays d'Afrique, on parle encore il y a encore la 3G qui existe là sur ton téléphone, encore la 4G. C'est vraiment dommage, en fait. C'est vraiment dommage, oui. Lansana Camara qui disait qu'il est effectivement d'accord avec cette question parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait, en tout cas si ces informations s'avèrent, qu'il y ait un montant plus élevé que 55 millions et qu'on se retrouve avec 55 millions, difficile quand même à comprendre. Oui, en fait, il est difficile de comprendre d'abord le montant parce que comme Kerno l'a expliqué, s'il se trouve que nous sommes dans un contexte où le montant ne devrait pas dépasser à ce niveau, je pense que le problème ne se pose pas lorsque, dans l'idée ou dans l'esprit de la transparence, on explique. Mais ce qui se passe, c'est qu'au-delà même de ce montant que les gens minimisent, qu'on minimise,
n'est-ce pas, qu'on estime que ça n'a pas atteint la hauteur, qu'il n'y a pas eu de transparence derrière cette affaire. Et ce que Kerno relève est très important. Dans tous les pays du monde, vous comprenez, on lutte contre ce genre d'intérêt. En fait, c'est une forme de corruption qui ne dit pas son nom. Vous êtes ancien employé d'une entreprise et puis vous vous retrouvez à la tête des ministères. Ouais. Dieu seul sait si vous ne serez pas celui-là qui va faciliter à l'obtention d'un contrat ou d'un marché pour cette entreprise-là. Dieu seul sait. Yeah. Donc aujourd'hui, ce qui pouvait rassurer... Ce n'est que la transition. Justement, ce n'est que la transition. Et après, vous vous rendrez compte, ces mêmes personnes seront un jour capables de monnayer justement cette facilité à travers des actifs. Ouais. C'est-à-dire que le bonhomme, il n'est plus ministre, il n'est plus, c'est pas directeur ou autre, il se retrouve dans la vie courante. Après, les facilités qu'il avait accordées à Areba deviennent des actifs. Vous avez 1%, vous avez 2%. Et il peut vivre de ça pendant très longtemps. Donc, pour remédier à tout cela, on aurait pu communiquer. Moi, j'ai vu juste un petit... Ce n'est même pas un communiqué. On ne peut pas appeler cela un communiqué. C'est juste 2 à 3 lignes qui disent le ministère, c'est pas, reconnaît, etc. Areba obtient. Et puis, les cahiers des charges. Non. Je pense que même dans le cahier des charges, ce sont les écritures. Oui. Pourquoi ne pas faire une conférence de presse, n'est-ce pas, réunir toute la presse et donner des explications, comme on en a fait avec Orange. Parce qu'avec Orange, il y a eu beaucoup de communication. Il y avait eu beaucoup plus de transparence. De transparence. Les gens étaient au courant de pourquoi le montant, comment tout cela est venu, qu'est-ce que ça va apporter. Aujourd'hui, l'association des consommateurs de Guinée, dans le secteur des télécoms, même quand vous les écoutez, c'est pas s'ils ont en connivence ou en complicité avec la société, mais ils n'ont même pas l'information. C'est pour dire oui, ça va aller, ça va aller. Quand vous les appelez, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'éléments de communication. Donc même l'importance ou l'impact de 4G, on ne le sait pas. Alors que pendant ce temps, il y a une de nos concerts qui disait que c'est même étonnant qu'on continue de parler de 4G. Donc moi, je pense que la transparence a manqué à tous les niveaux. Et j'ai fini en disant que ce que Kerno a relevé est très important. Que ces personnes sachent que s'ils sont en train de monnayer justement ces facilités, l'octroi en catimini des marchés à des entreprises pour pouvoir prendre des actifs ou pour pouvoir avoir des avantages après la transition, qu'ils se trompent parce que, comme il l'a dit, après cela, je pense que d'autres dynamiques seront engagées et ils vont répondre parce que les signatures seront là. On n'est pas, certes, Mateba, on n'est pas certes en train de dire que toutes les informations que nous détenons par rapport au prix peuvent s'avérer ou autre, mais quand même, ça amène à se poser des questions sur pourquoi en tout cas de ce qu'on a appris de 65 millions, on se retrouve à 55 millions. Et pourquoi c'est maintenant? Depuis quand Areba, la société a-t-elle entamé les démarches pour être en tout cas au niveau de la 4G? Non, je pense que si ça communique... excusez-moi. Je pense que si ça communique de partout, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas une véritable information autour. Parce que, comme on le dit, le manque d'information crée la désinformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si chacun va de son commentaire, veut pousser à ce qu'il y ait une communication, quelqu'un l'a dit, c'est parce qu'au fond, il n'y a pas une transparence. Oui. Aujourd'hui, les gens ont envie, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres sociétés, effectivement, qui opèrent notamment dans ce pays, qu'en pareille circonstance, qu'on ait notamment l'occasion de communiquer. Parce que s'il y a une communication saine autour, ça permet, si vous le voulez, même les plus sceptiques, de mettre tout le monde d'accord. Oui. Parce qu'en ce moment, les gens auront sous la main des éléments fondamentaux les permettant de pouvoir communiquer là-dessus. Mais à entendre quand même les explications de Kerno, d'elle que je salue, parce que c'est avec courage qu'elle décide notamment de parler de cette situation, c'est parce qu'au fond, pour moi, il n'y a pas d'explication. Oui. Et comme Lassana aussi le rappelait, c'est-à-dire que si des gens estiment que parce que nous sommes en période transitoire, qu'il faut profiter de ce moment-là pour notamment se trouver un parapluie juste après la transition, c'est que ces personnes-là, à mes yeux, sont en train de se tromper. Parce que l'État, c'est une continuité. Oui. Là, on est quand même en transition, mais après, l'État va continuer. Donc, il est important aujourd'hui qu'il y ait une communication saine pour que les gens, effectivement, le sachent. D'ailleurs, pour moi-même, au niveau des responsables de cette société-là, ils ne devraient pas accepter qu'il y ait quand même tous ces bisbilles autour, sans pouvoir sortir les griefs, communiquer
pour mettre d'ailleurs tout le monde d'accord. D'accord. Oui, Sekou Jamal Pendessa sur cette même question. C'est vrai qu'on salue aujourd'hui l'arrivée de MTN avec la 4G. On en a déjà avec Orange, avec beaucoup de peine aujourd'hui, avec beaucoup de cris. La société n'est pas à l'abri de certaines critiques. Il n'y a pas de fiabilité. La qualité du réseau n'est pas ça, de la connexion n'est pas ça. Et tout cela, est-ce qu'on peut s'attendre à une qualification du service Internet avec l'arrivée par exemple de MTN, parce que ça engage une certaine concurrence sur le marché? J'allais justement bondir sur cet aspect, puisque dès que l'information est tombée, c'est ce qui a attiré notre attention. On s'est dit oui, c'est la fin d'un monopole dont les Guinéens souffraient beaucoup. Vous savez, dans tous les domaines, lorsque vous êtes seul et puis vous faites ce que vous voulez. Oui. C'était en quelque sorte ce qu'on constatait avec Orange. On était dans une sorte de colonisation. Vous subissez, vous n'avez pas la possibilité de fuir puisqu'il n'y a pas une autre offre. Donc vous êtes obligé de vous soumettre à leur dictat. Il y en a qui parlent des vols, vous achetez des passes dans quelques temps et puis on vous annonce la mauvaise nouvelle. Parfois les explications qu'on vous donne, que vous avez certainement beaucoup d'applications qui sont activées, qui consomment votre passe. Et moi j'ai fait l'expérience de désactiver certaines applications, mais c'est la même chose à peu près quoi. Vous comprenez, donc on pouvait se réjouir, mais avec toutes ces questions posées par mes prédécesseurs, je pense que c'est important de chercher à fouiller en profondeur. Et que ceux-là qui sont en train de gérer le dossier comprennent une chose. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Peut-être vous pouvez vous entourer de boucliers ou de toutes les précautions pour être poursuivi. Mais attention, vous pouvez quitter aujourd'hui. La grief est là. On est en train d'examiner des dossiers que beaucoup pensaient jeter dans l'oubliette. Jamal, si tu permets, Jamal, il y a l'enseignant qui a évoqué un sujet qui est assez important. Le fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans l'administration publique, demain on est dans le privé, on revient, ce tour-là. Je pense qu'à un moment il faut réguler ça. Vous avez vu par exemple ici qu'on a eu un Premier ministre qui est venu d'une société privée, étatique, mixte comme ça, qui était GAC, et qui a été nommé, propulsé Premier ministre. Et dès que Mamadi Youla a quitté la primature, il a été employé par une société minière. Il quitte les mains dans les affaires publiques et il se retrouve dans un privé. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je pense qu'il faut réguler à ce niveau-là pour éviter des conflits d'intérêts. Et ça ne finit pas. Les exemples sont nombreux aujourd'hui dans ce gouvernement de transition. Bangali Yansane, sur cette même question, et on sait quand même que c'est pas parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fournisseurs qu'on est rassuré où le service qualité nous est assuré. Tout à fait. Moi, je dirais que dans cette affaire, il faut comprendre que trop de monopole du marché tue le marché. Et on a vu, un confrère a évoqué ça tout à l'heure, et s'il se trouve que l'affaire est monopolisée par une seule personne ou bien un seul opérateur sur le marché, ça va être un problème. Et on se rappelle très bien ici, dans les temps, lorsque Sotelgui était là, et avant l'arrivée même de Orange, avant l'arrivée de Ariba et tout ce qui s'ensuit, et on a vu combien de fois le Guinéen a souffert, parce qu'une puce de téléphone se négociait entre 800 000 et 1 million de francs guinéens, et avec tous les protocoles qui entouraient l'obtention de cet élément-là. Donc, pour essayer de gagner en temps, je dirais tout simplement qu'il faut vraiment faire de sorte que ce problème de téléphonie mobile en Guinée soit géré de façon responsable, soit géré de façon à ce que le Guinéen puisse maintenant sortir de cette torpeur. Parce que Diana l'a dit tout à l'heure, en Corée, on ne parle plus, d'ailleurs en dehors de l'Afrique et de la Guinée en particulier, on ne parle plus de 3G, on ne parle plus de 4G, mais on parle de 5G. Donc on doit faire de sorte que la Guinée puisse aussi être au diapason des autres pays de la planète, parce que là on a besoin d'aller de l'avant. Et d'ailleurs ce problème de téléphonie mobile est un problème à prendre très au sérieux, parce que le monde va aujourd'hui à une vitesse de la croisière. Nous sommes au 21e, c'est un siècle de la rapidité.
un siècle de la vitesse. Donc, la communication coûte beaucoup. La communication occupe une place de choix dans cette course-là. Donc, les autorités guinéennes doivent tout faire pour pouvoir régler ce problème de téléphonie. Les autorités doivent nous permettre et également, et Diana, je vous reviens, c'est vrai qu'on veille ouvrir à tous d'aller vers la 4G, mais aussi il faut que l'ARPT veille derrière pour nous offrir un service de qualité. C'est aussi cela. Tout à fait, tout à fait. Et d'abord, je vous parlais du prix de la connexion. C'est très cher, je vous l'ai dit. En plus, malheureusement, nous n'avons pas de Wi-Fi et ça coûte hyper cher. Il n'y a que les grandes entreprises, il n'y a que les ambassades qui peuvent s'octroyer ce service-là. Il y a un projet dans ce sens. Hein? Voilà, donc il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas... Wi-Fi pour tous, mais... Ça c'était dans les promesses de... Non, attention, ça avait commencé à être expérimenté. Oui, bien sûr, à Kaloum notamment. Et ça avait à la Blue Zone seulement, non? Non, pas à la Blue Zone. Non, même dans la commune de Kaloum. Oui, bien sûr. Il y avait eu un projet pilote. Ça a tenu combien de temps Non, mais on est retombé après dans... D'accord, oui, allez-y rapidement. Non, je disais qu'il faut qu'il veille à cela. Il ne faudra pas seulement négocier les marchés et après, comme l'a dit le grand frère ici, moi, j'ai personnellement entendu un commis de l'État dire il faut qu'on fasse vite, hein, si on ne se met pas les poches maintenant, là, maximum c'est 2 ans la transition. Moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Donc, il ne faut pas seulement négocier, il ne faudra pas seulement penser à vous qui êtes à la tête là-bas, négocier pour la population à la base pour que tout le monde ait accès à l'Internet. Vous savez que même souvent, dans les vues, vous savez qu'on a des artistes ici qui peuvent avoir des millions de vues en une semaine, par exemple, mais on n'a pas accès à l'Internet. Oui. On n'a pas accès au téléchargement facile. Oui, parce que même, donc, il y a d'autres pays, par exemple, j'ai fini, d'autres pays, disons la Côte d'Ivoire juste à côté, où un artiste bien connu peut faire 1 million de vues par jour. Oui. Hein? C'est possible en 24 heures. En Guinée, c'est possible aussi, juste que nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas la même facilité d'accès à l'Internet, mais même au courant d'ailleurs. Hein? Et je vous dis que... Je voudrais simplement préciser ceci. Oui. En fait, on aurait pu ou on peut un jour apprécier les autorités au niveau du ministère, mais aussi de l'ARPT, si jamais, par exemple, d'ici la fin de cette transition, même s'ils ne parviennent pas à 100% de le faire, mais à 50%, c'est-à-dire faire en sorte que la Guinée, à l'image des autres pays, soit dotée d'une société nationale. Je pense que le dossier existe il y a très longtemps, mais j'aurais vraiment apprécié que les autorités actuelles se mettent à la tâche directement pour nous montrer qu'il est possible, nous aussi, d'avoir une société nationale de télécommunications. En tout cas, pour remplacer la défunte Sotelgui que nous avons connue. Depuis qu'on a égorgé... Bien sûr, je crois que le mot n'est pas fort. Guinée Télécom qui ne parvient pas à atterrir là, juste là. Alors, l'émission se poursuit juste derrière cette virgule. L'actu de la semaine. Nombreux à nous regarder, à nous écouter sur Espace TV, Radio Espace. L'émission se poursuit et je disais à l'entame de l'émission, cette semaine qui s'achève aura aussi été marquée par des sorties ici et là des membres des antennes du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. Les frondeurs sont membres du collectif des coordinations venus de Kindia, Matoto, Labé Dixine, Ratoma, Kaloum, Boké, Kanka, Massenta, Beila, Koya, Dubrika et 122 chefs d'antenne de Conakry. Ils demandent la démission de la nouvelle équipe de coordination dirigée par Omar Silla, Fonike Mengue. Derrière, c'est un autre groupe qui défie ce premier pour exprimer toute sa solidarité à Fonike Mengue et interdit aux frondeurs qu'il qualifie d'usurpateurs toute communication au nom du FNDC, même si ce groupe qualifié d'usurpateur avait également demandé à cette coordination d'arrêter de parler au nom du FNDC. Le bateau FNDC pourrait-il tenir encore longtemps sans chavirer? Doit-il encore continuer ou changer de paradigme vu que les réalités ont changé? Ce sont entre autres questions que nous nous posons. Je vais commencer avec vous, Mateba. Le FNDC aujourd'hui, on se demande est-ce que ce groupe, ce mouvement, à votre avis, aujourd'hui a
vraiment sa raison d'être, à votre avis? Ah oui, oui, forcément, parce qu'on sait quand même que c'est un groupe qui s'est sacrifié, je dirais, pour le pays tout entier, parce qu'au début, ce n'était pas quand même facile de porter un tel fardeau, d'aller notamment en lutte contre le troisième mandat. On a vu ce que ça a coûté en termes de pertes en vies humaines quand même aux Guinéens, mais les gens ont tenu, même si après, derrière, il y a eu forcing. Mais pour revenir notamment sur la question centrale, avec aujourd'hui ce remous qui finalement, si vous voulez, envahit le FNDC, parce que quand on me dit qu'il y a quand même plus d'une centaine de groupes finalement qui sont levés pour que les choses changent, oui, j'ai envie de comprendre, au fond, il y a quand même combien d'antennes au sein quand même du FNDC. Tout de même, ce groupe-là, à mes yeux, reste quand même important. Parce qu'on ne peut pas quand même minimiser ce nombre qui décide aujourd'hui à ce que les choses puissent changer. Parce que le coordinateur régional de Kindia, par exemple, qu'on a eu ici dans les Grandes Gueules, disait que les antennes sont jusque dans les sous-préfectures. Justement, parce que vous savez que en termes de société civile, en termes de politique, les choses ont tellement été montées que tout le monde presque a été associé. Maintenant, moi je pense que la question que je me pose, est-ce que le fait de vouloir demander le départ du bureau exécutif où les gens ne sont pas contents, le fait que Fonike Mangué soit le nouveau coordinateur quand même du FNDC, est-ce que dans le remplacement de Abdraman Sano, les principes qui régissent effectivement le FNDC ont été respectés? Est-ce que tout le monde était unanime effectivement aujourd'hui que cela puisse finalement se faire? Ou bien le remplacement a été fait en catimini? Parce que quand vous êtes quand même à la tête d'un groupe et que depuis le début, vous avez décidé de gérer une situation donnée, quand des changements doivent être exécutés à l'intérieur de cette entité bien indiquée, il est important aujourd'hui que tout ce beau monde qui était là, qu'on a quand même convaincu, qu'on a quand même séduit, qu'on a vu au front, oui, la logique voudrait que ce monde-là soit associé notamment à la décision. Oui. Parce que quand même, on a vu effectivement depuis l'arrivée du 5 septembre, c'est vrai qu'il y a eu des communications qui étaient faites par beaucoup de membres, mais jamais en ce moment-là, quelqu'un a levé le petit doigt pour dire que je condamne le fait que Ibrahim Diallo soit passé à Espace, que Koundouno soit passé ça et là. Oui. Pour moi, à ce moment-là, tout le monde était unanime. Maintenant, après, parce que ils étaient tous reconnus. Abdourahmane Sano, coordinateur national, et Sekou Koundouno, responsable des stratégies, des opérations, Ibrahim Diallo, tous étaient quand même reconnus dans leur rôle. Mais qu'on ait un nouveau coordinateur national, est-ce que par voie d'élection, si oui, qui étaient ses adversaires, qui ont voté, et avec combien de voix Fonike Mengue est arrivé coordinateur qui remporte les élections? Ce sont quand même des petites questions qu'il faille se poser. Justement, je pense que c'est là où pour moi le point d'achoppement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis qu'on a lancé cet esprit quand même du FNDC, vous avez Abdraman Sano, vous avez Fonike Mangué, vous avez Sekou Koundouno, vous avez Ibrahim Diallo. Est-ce que ces frondeurs-là veulent qu'au niveau quand même du bureau exécutif, que d'autres têtes, c'est-à-dire qui sont beaucoup battus en bas, veulent que ça change? Est-ce que finalement, dans le processus, notamment de remplacement, on a tenu compte du principe? Pour moi, il y a notamment à aller chercher des explications autour de cette décision de vouloir finalement se faire entendre au niveau de ces antennes, une fois de plus, qui ont décidé d'aller au clash. Oui, Sekou Jamal Pendessa, c'est quand même légitime de se poser la question aujourd'hui. Est-ce que Fonike Mengue, qui est bien aimé, il faut le rappeler, au sein du FNDC, mais aussi auprès de la jeunesse guinéenne, est-ce que son arrivée est-elle par voie élective? Qui étaient ses adversaires? Combien de voix a-t-il remporté? Les coordinations de l'intérieur ont-elles été associées à cette élection? Ça amuse quand même à se poser cette question. Voilà, vous avez dit Fonike Mengue qui est beaucoup aimé. J'ajouterais qu'il y a beaucoup subi aussi pendant la lutte anti-troisième mandat. Quand on a écouté leurs explications, selon ce qu'ils ont dit, on n'a pas eu accès à leur charte, mais ils disent que c'est la plénière qui désigne. Et il y a des membres statutaires de la plénière
donc les coordinateurs ne font pas partie. C'est ce qu'ils ont expliqué. Si c'est ça, la loi leur dit ou leur charte leur donne la latitude de désigner. Mais en termes de gestion, il y a une question de bon sens. Oui. Moi, je me mets à la place de ces jeunes. On a combattu pendant 2 ans et quelques, vous comprenez. Je ne peux pas accepter que j'apprenne par voie de presse, au même titre que tout le monde, oui, que le premier responsable du mouvement a été changé. C'est inacceptable. Oui. Il fallait les informer, même s'ils n'ont pas... c'est un peu comme une propriété privée ou personnelle. Même si vous avez, comment dirais-je, même s'ils n'ont pas le droit de vote, mais il fallait les informer. Ils ont des plateformes, oui, c'est la jeunesse là. Très représentative aussi. Tous les visages qu'on a vus, c'est la jeunesse. Ils ont des plateformes là où ils communiquent, il faut les informer pour dire que tel jour, nous aurons une plénière au cours de laquelle il sera question de désigner le nouveau coordinateur national. Ça n'a pas été le cas. La plénière a été ouverte quand même à la presse. Nous, on a envoyé une équipe de reportage qui a suivi. Mais si la loi vous donne cette possibilité, les principes démocratiques voudraient que vous respectez la base. Puisque vous vous battez pour la démocratisation de l'action publique. Exactement. Vous devez donner le bon exemple. C'est cette erreur qui a été commise, je dirais même une faute qui a été commise sur le plan de la démocratie. On aime beaucoup, en tout cas ce mouvement a inspiré beaucoup. C'est pas seulement la Guinée, même en Afrique. Oui. Donc personne n'a intérêt à ce qu'une telle force soit affaiblie dans un pays. Sinon, on est dans le risque de s'exposer à la dictature. C'est pourquoi il faut leur dire clairement ce qu'il faut éviter pour ne pas qu'on assiste à un affaiblissement du mouvement. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut tirer comme leçon. La première leçon est que le FNDC, c'est un véritable mouvement qui est vraiment représentatif, qui a des représentants à l'intérieur du pays. Oui. Et deuxième à l'extérieur même. Donc, les dirigeants, il faut s'en servir pour mieux réorganiser la lutte. Deuxième facteur qui puisse nous amener à nous réjouir, sinon les responsables à se réjouir, ils ont su aujourd'hui qu'ils ne sont pas avec des collaborateurs bénis. Oui, c'est important. Oui. Toute personne qui mène une lutte noble doit éviter d'évoluer avec des gens qui peuvent te voir droit au but vers l'erreur et qui se taisent. Ouais. Moi, j'aime ceux-là qui disent ce qu'ils pensent. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils le disent. Donc ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à se retrouver, à rapprocher les mouvements. Les jeunes aussi, si ils ont le droit de contester, il faut leur dire, ils n'ont pas intérêt à ce que leur mouvement explose. Ouais. Ils ont l'avantage de continuer à écrire la belle page de l'histoire de ce combat démocratique. Ils n'ont qu'à se retrouver pour dire, oui, on leur a dit ce qu'on n'a pas aimé. Ils ont compris. D'accord. Et puis revenons, on va continuer le combat, il n'y a plus de problème. Heureusement, on voit que le nouveau coordinateur ne s'est pas laissé emporté par une certaine colère pour s'attaquer aux frondeurs. Il a compris le message. Comment on appelle ça? Il n'a pas droit à cette erreur. Voilà, j'ai suivi sa communication, c'est appréciable et nous espérons que le FNDC va encore... Oui, Thierno Amadou Camara, et derrière tout cela, toutes ces actions, on voit cette odeur de la manne financière, si elle est réelle, qui serait levée dans la tournée de ces 3 têtes, notamment Ibrahim Diallo, Fonike Mengue et Sekou Kounduno. On les accuse de lever assez de fonds lors de leur tournée et les coordinations à l'intérieur, même à l'extérieur, n'étaient pas informées de leur parcours. Oui, effectivement. Vous savez, ce sont des accusations qui se sont greffées à celle qui est la principale, qui est le remplacement du coordinateur, parce que tout est venu de là. Oui. Le remplacement, c'est après maintenant, on a trouvé des ingrédients ça et là pour... non, c'est plutôt la goutte qui a fait... Oui, non, voilà. Enfin, oui, c'est ça. En fait, ça existait. Parce que non, permets-moi de dire, parce que Daouda lui-même a tendance à mettre ou conditionner cette information. Non, l'information par rapport au montant, ça existe.
En fait, même je crois, comment il s'appelle, Ibrahim est passé ici sur vos antennes, il a reconnu effectivement que le montant existe. Le problème, c'est que dans la mobilisation, dans les dépenses, ça n'a pas fait la transparence, c'est ça. Vous parlez de deux choses, je vais vous mettre à l'aise, doyen Lansana. D'accord, j'attends mon temps de parole. Voilà, vous parlez de deux choses, voilà, vous auriez dû commencer par là. Au fait, ce montant dont a parlé Ibrahim Diallo, je pense que c'est un montant qui est le résultat d'une, qu'on appelle ça, de cotisation qui avait été lancée, mais qui n'est pas forcément un montant peut-être qu'on aurait obtenu au cours de la tournée. Et je pense que j'ai aussi suivi Ibrahim Diallo. Il avait, quand la question lui avait été posée, il avait même ironisé en demandant aux grandes gueules, lorsqu'ils ont été reçus par le président Ibeka, est-ce qu'ils ont reçu aussi de l'argent? Parce que la question était de savoir, est-ce que quand vous avez fait votre tournée chez les chefs d'État ouest-africains, est-ce qu'on vous a donné de l'argent? La réponse de Ibrahima a été que de demander aux Lamine, est-ce que eux aussi, quand ils ont donc été c'est reçus... pas une réponse. Voilà, non, c'est pour vous dire... Ils nous auraient dit carrément... Non, attention, non, ça c'est un autre débat. C'est pour vous dire que l'argent dont vous parlez n'est pas l'argent qui serait issu d'une tournée. Il s'agit de cotisations qui avaient été faites, je pense, en ligne, parce qu'il avait même donné le montant qui serait disponible sur Google, qu'on pouvait consulter, ce qu'Ibrahim Diallo a dit. Mais moi, je pense que c'est pourquoi je maintiens ce que je dis. Je dis, c'est lorsqu'on a fait ce remplacement à la tête de FNDC, qu'après, on a entendu maintenant tous ces trucs-là qui sont venus se greffer à ça. Mais je pense que ce remplacement à la tête du FNDC, peut-être qu'ils en avaient besoin parce que le président, le coordinateur Abdraman Sano, il était quand même un peu disparu, peut-être épuisé parce qu'il a quand même été éprouvé par tout ce qui s'est passé et on l'entendait presque plus au point qu'on se posait beaucoup de questions. Oui. Et je pense que c'est tout à fait son droit s'il estime que peut-être qu'il a des ambitions politiques et que donc il faut affiner ses armes de et se lancer sur l'arène politique, c'est son droit, je ne dis pas que c'est cela. Si c'est parce qu'il veut faire un retrait, parce qu'il veut se mettre à l'abri de tout ça, il a quand même perdu beaucoup dans cette situation-là, c'est tout à fait son droit. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir, après Abdraman Sano, à la tête du FNDC, logiquement, qui peut venir à la tête? On a quand même vu qu'à un moment, quand il était en prison, c'est Foni Kemangue qui a assuré l'intérim. Oui. Je me souviens de ce discours de Fonike lors d'une de leurs marches. Il a même été celui qui a représenté Abdraman Sano à la levée du corps de ces 11 qui ont été tués en octobre 2019. À la levée du corps, ces images-là, elles nous marquent encore toujours, le 4 novembre 2019. Donc il était là, Foni Kemangue. Il était déjà dans la peau de coordinateur du FNDC. Que celui-là vienne à la tête du front, à la place de Sano, moi, ça ne me surprend pas. Maintenant, sur la forme, on est d'accord qu'on aurait pu peut-être qu'il y avait une urgence et que Abdraman Sano avait décidé de se retirer, on aurait pu alors le mettre là par intérim en attendant que des consultations soient faites, soit une élection, soit demander l'avis des coordinations et faire en sorte que son choix soit unanime, en tout cas qui se dégage qui a une certaine unanimité au sein du mouvement. Maintenant, vous avez parlé du FNDC en tant que mouvement qui a sauvé, qui a fait ceci et cela. Moi, j'ai besoin que ce FNDC reste une sentinelle, que le FNDC ne court pas derrière des postes. Heureusement qu'il ne court pas derrière des postes parce que cela nous a été confirmé. Officiellement. Voilà, à part le CNT. Non, attention, je dis, Ibrahim Diallo, en tout cas, je le crois sur parole, nous a dit ici qu'ils n'ont pas demandé, ils auraient même, en tout cas dans ses explications, ils auraient même décliné pour des nominations au gouvernement. Mais qu'ils avaient demandé, je pense, 9 à 10 postes pour le CNT et qu'ils allaient... la présidence. Plus la présidence. Maintenant, moi, j'aurais aimé que ce FNDC reste quand même une sentinelle, comme d'autres mouvements auxquels ils se comparent d'ailleurs. Il y a le Yanama, il y a le Balai citoyen et tout ça, que le FNDC reste là parce que, vous savez, ils ont été victimes d'un vent qui a emporté presque tout le monde. Au début de cette transition, la presse, les partis politiques, la société civile, tout le monde s'est vu ministrable. Tout le monde s'est vu au gouvernement. Tout le monde a pensé qu'il pouvait être ministre ou directeur et ceci, cela. Je pense que dans un pays, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs et le FNDC peut continuer à rester cette force-là. Mais il faudrait que la démocratie, que ces leaders du FNDC demandent
à ceux qui dirigent le pays se reflète dans son organisation à l'interne, que les coordinateurs qui sont au niveau de Conakry ici écoutent ceux qui sont à l'intérieur. Mais Daouda, vous savez, cette désignation de Foni Kemangue et le cri qui est autour, c'est aussi qu'on appelle illustratif d'un certain problème dans la composition des membres du FNDC. Vous savez que essentiellement le FNDC repose sur une base électorale de l'UFDZ. Et lorsque le coordinateur a été désigné, vous savez très bien qu'on a vu des posts sur Facebook comme quoi il serait beaucoup plus pro, parce qu'il est même dans le mouvement sécouturéiste. Oui. On a voulu à Foni Kemangue du fait qu'il a eu des prises de position à un moment donné qui n'étaient pas partagées par les militants de l'UFDZ. Et il s'est bien assumé. Et il a bien assumé. Donc aujourd'hui, ces attaques, ces contestations et autres là, la plupart elles proviennent d'ailleurs de la base de l'UFDZ. Donc c'est le fait que l'essentiel du FNDC, c'est la base de l'UFDZ, et ça c'est la protestation qu'il y a aujourd'hui sur le leadership de Foni Kemangue en est une résultante. Mais là, au-delà de ce qui s'est passé, il l'a dit et c'est assez important, il faut tirer des leçons. Il faut aujourd'hui que le FNDC, s'il veut continuer à rester comme mouvement, en tout cas, une sentinelle de la démocratie pour avoir une certaine neutralité et avoir une certaine pression à mettre sur notamment les responsables de la transition pour qu'on sorte de cette situation-là, il faudrait que le FNDC se réorganise à l'intérieur et qu'il ne compte pas forcément sur l'électorat d'un parti politique. D'accord. Ils doivent profiter de cette crise justement pour réviser la charte du mouvement. C'est important. Et aller vers, faut donner vers l'agrément, si possible. Bon, pas forcément. Ils ont choisi un mode de fonctionnement qui ne demande pas forcément un agrément, mais il faut donner le pouvoir à la base. Quand on est à la tête d'un tel combat, il faut avoir une certaine légitimité, sinon c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. Oui, Diana, sur cette question, c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui viennent sous-tendre, je vais dire, les contestations, mais il y a quand même ce pan d'argent, que ce soit de la tournée, mais aussi des dons qui ont été faits par le FNDC extérieur, par certains, en tout cas, qui se sont reconnus dans le mouvement. Il y a aujourd'hui beaucoup de blessés qui sont à la maison, qui ne peuvent pas se prendre en charge. Il y a des morts de ces manifestations dont les parents attendent encore justice. Quelle devait aujourd'hui être, à votre avis, la démarche du FNDC afin de continuer à retenir cette légitimité auprès des citoyens? Bon, déjà pour continuer là où le frère a laissé tout à l'heure, je pense qu'ils doivent rester... Déjà, s'il y a des gens qui tirent des ficelles aujourd'hui, est-ce que le FNDC se disloque et tout, ils n'ont pas intérêt. Ouais, justement, ils n'ont pas intérêt. Sinon, si jamais il y a des gens... S'il était là, on aurait dit que c'était lui. Bon, s'il y a des gens, mais peut-être on ne connaît pas l'agenda, on ne connaît pas le chronogramme. Peut-être qu'ils ont beaucoup de... On leur avait demandé de dissoudre. De dissoudre Sadiba. Voilà, justement. Sadiba leur a demandé... De dissoudre le FNDC. Mais après, je pense que la transition même d'ailleurs... Je vais vous revenir tout à l'heure. On va donner cette fenêtre du service commercial. On revient juste derrière.